Je vous propose tout de suite de passer à la première conférence de cette matinée, une conférence qui va essayer de cerner les enjeux autour de la data, comment est-ce qu'on utilise la data pour faire converger le produit et le service, créer de nouveaux modèles économiques. Et pour traiter de tous ces sujets, je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène Gabrielle Gauthier, qui est directrice des investissements et du développement local de la Caisse des dépôts, Philippe Araou, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Bruno Berton, directeur exécutif Digital Stratégie pour Accenture Monde, Xavier Herman, qui est conseiller digital auprès du président pour De Richebourg Multiservices, Frédéric Motte, président de la commission des territoires du MEDEF, et Robert Plana, directeur innovation et écosystème de GE Digital. Bonjour. Oui, bien sûr, c'est prévu. Oui, d'accord. Alors, merci à vous six. La première question que j'aurai, c'est pour vous, Bruno. La data, en quoi elle permet de créer des nouveaux modèles économiques, et ces nouveaux modèles économiques qui peuvent intéresser tous les acteurs qui sont présents ici, comment vous les qualifieriez ? Bonjour à tous. Une petite question simple pour démarrer. Alors, je vais prendre un petit exemple français. Quand j'étais jeune, il y a quelques années, donc en tant qu'adolescent ou jeune adulte, pour circuler en Europe, je faisais du stop. Il y avait donc un système offre-demande qui existait. Et bien sûr, vous le savez tous, pour ce qui concerne mes enfants, donc ils se connectent à Blablacar et ils font quelque chose de finalement assez similaire. Le business model, donc, c'est un business model historique qui est un modèle de partage, équilibrage offre-demande entre des gens qui ont de la place dans une voiture et des jeunes ou moins jeunes qui ont besoin de ce service. Et ce que la donnée permet aujourd'hui, c'est de transformer donc un concept qui est pas vieux comme le monde, parce que ce serait une référence un peu douteuse, mais en tout cas très ancien, en un modèle monétisable et rentable, et ce qui a fait donc une entreprise absolument extraordinaire, qui est une des licornes françaises, donc Blablacar. Donc ce qui est intéressant au niveau des données, c'est qu'à partir du moment où aujourd'hui on arrive à capturer de manière beaucoup plus précise et complexe à la fois justement des données qui décrivent un modèle de demande à un instant T et des données qui décrivent une offre ou un ensemble d'offres de services, la mise en commun de ces données va permettre de créer effectivement un service. Et donc ça amène un concept sur lequel on va certainement revenir, qui est donc le concept de plateforme, puisque la monétisation des données passe majoritairement aujourd'hui en termes de business model par des plateformes qui sont un modèle technique permettant d'organiser cette communication entre l'offre et la demande. Et les plateformes s'appliquent à énormément de secteurs, parce qu'on a souvent la question finalement, est-ce que la donnée c'est pas réservé justement à du B2C, etc. Donc on va avoir des exemples dans le domaine des villes, puisque c'est clair que tout le domaine territorial est porteur d'énormément de données. Il y a des exemples donc orientés consommation, mobilité, mais y compris pour des industries très traditionnelles, vous avez énormément de choses qui peuvent être faites sur des logiques de place de marché locales ou internationales, donc de trading, y compris sur des industries lourdes. Donc on est à travers justement la capture des données sur un ensemble de business models donc très liés à cet élément offre-demande. Il y a un deuxième exemple qui est la manière dont on va compléter des offres produits à travers des données. Alors je suis assez résistant sur le fait de dire que rajouter des données ou du service à un produit est suffisant pour se différencier. Mais par contre, il y a effectivement à travers la maîtrise des données la possibilité de transformer des modèles produits traditionnels en modèles de service. Et donc de transformer soit du CAPEX en OPEX, soit justement des transactions en des modèles plus récurrents, ce que nous on appelle dans le domaine des systèmes d'information as a service. Et donc tous ces modèles sont très intéressants. Et on va, je pense, prendre des exemples d'un peu tout le monde. Je reviendrai sur l'exemple de Michelin Solutions, qui me semble être une bonne illustration d'une entreprise
produit qui va, à travers un modèle de solution, et donc à travers l'utilisation de données, créer un business model 100% service qui est orienté justement sur le service pour ses clients, pour des flottes de camions par exemple. Alors, Xavier Herman, vous êtes conseiller digital auprès du président de Richebourg Multiservice. Et en fait, vous occupez un poste qui n'existait pas il y a un an, puisque c'est une création, parce que justement, la société de Richebourg Multiservice souhaite se positionner sur le digital. Alors, dites-nous ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé et quels sont les axes de développement autour de la data du groupe. Oui, bonjour. Alors, je voudrais juste, petit aparté, m'excuser de la part de Boris de Richebourg qui a dû malheureusement partir au dernier moment et donc il n'a pas pu participer. C'est pour ça que je le remplace aujourd'hui. Il m'a confié également finalement le message suivant, c'est comment est-ce que j'arriverai à vous transmettre effectivement nos initiatives liées à la data et au digital. Alors, je dirais au départ, il y a évidemment un contexte, et le contexte est hyper important. Nous, on est, on va dire, un groupe de prestations de services avec plein de métiers différents. Et je ne vais pas pouvoir vous illustrer, si vous voulez, un cas générique qui marche pour tous ces métiers. Donc, je vais focaliser sur une partie de nos activités dans le secteur tertiaire pour vous expliquer ce que l'on a commencé à mettre en œuvre et ce qu'on en attend. Alors dans le tertiaire, qu'est-ce que c'est que nos métiers? C'est d'une part des services outsourcés de propreté en entreprise, d'énergie, d'accueil, éventuellement de sécurité également. Et tous ces métiers-là, d'une certaine manière, aujourd'hui sont dans un contexte déflationniste évident, où pour une entreprise comme le groupe de Richebourg Multiservice, c'est pas tenable sur la durée. Donc c'est la question de fond, c'est comment le digital est capable à un moment donné de retrouver de la marge dans nos métiers. La question elle est aussi simple que celle-là. Donc comment on l'a abordé? On l'a abordé en disant aujourd'hui on preste un certain nombre de clients sur on va dire, des méthodes un peu traditionnelles qui existent dans le groupe depuis des décennies. Qui consiste à dire, on a un bâtiment, il fait tant de mètres carrés, et pour pouvoir réaliser telle ou telle prestation sur tant de mètres carrés, on sait qu'on a besoin d'avoir des cadences, et on met des gens à disposition en entreprise, et qui vont réaliser leurs prestations suivant des cadences prédéfinies, et globalement toujours les mêmes. Mais ça, c'est pas tenable, parce que d'un point de vue du client, aujourd'hui, se pose la question de la pertinence de toutes ces actions. Alors pour l'illustrer, je dirais l'image un peu d'Épinal qu'on donne, c'est est-ce qu'il est nécessaire qu'un de nos agents de service passe dans une salle qui n'a pas été utilisée pendant 3 jours, 5 jours, parce que son occupant habituel est en vacances, ou vider une poubelle qui est vide, parce que c'est sa cadence. Et à partir du moment où on a posé ce postulat-là, on se dit ok, mais comment on fait pour être plus pertinent dans la manière d'adresser nos clients pour que finalement, au final, puisque de toute façon le client va chercher à ce que ça lui coûte moins cher, et ça c'est inéluctable, que ça continue à lui coûter moins cher, mais qu'en même temps on ait une notion de service qui s'améliore. Alors il y a plusieurs manières. Alors on en a testé plusieurs. La première, c'est de dire on va mettre des capteurs partout. Puis on va se dire, on va automatiser finalement les plannings d'intervention en fonction des données que l'on reçoit, etc. Et c'est pas mal, et ça résout un certain nombre de problématiques organisationnelles, mais ça répond pas à tous les besoins. Et donc du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive encore à faire bouger un peu ce paradigme? Eh bien, c'est en rajoutant un U à la notion de B2B qui est notre métier. On ne parle plus chez nous de B2B, on parle de B2B to you. Le you étant l'usager, donc finalement le collaborateur à l'intérieur d'une entreprise qui utilise ou qui bénéficie de nos services. Et quand on commence à l'écouter, notre client qui est plutôt les services généraux dans ce genre de cas, lui, il a une vision théorique et macro de l'ensemble des prestations, parce qu'encore une fois, il gère des milliers de mètres carrés. Et finalement, il est très peu concerné dans son appel d'offres ou dans sa définition du besoin par les besoins individuels de chacun des occupants des bureaux. Et nous, notre métier aujourd'hui, c'est d'écouter ces besoins et d'essayer d'y répondre. Et c'est là que le modèle de data
va être important également dans nos expérimentations du moment. Donc on va chercher à avoir un lien direct avec l'usager des bureaux pour être capable de prester exactement sa demande, son besoin. Donc vous avez fait une POC, hein, une proof of concept, Oui, absolument. un petit test. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette POC? C'est quoi son nom? Alors, en quoi elle consiste? Alors, on a plusieurs expérimentations en cours, mais je vais vous focaliser sur une qu'on appelle de Richebourg on demand. Donc, ce qui exprime bien cette notion, d'un moment donné, on ne fait plus une prestation de manière générique, mais on la fait au besoin et à la demande de chacun de ses usagers dans les bureaux. Le POC consiste à dire, on donne la parole à l'usager, en lui mettant un objet connecté dans une salle, sur son bureau, qui en l'occurrence est un cube qui a 6 faces. Sur chacune de 6 faces, on définit des besoins qui sont récurrents, qui sont globalement toujours les mêmes. D'ailleurs, on se rend compte, c'est un peu, je dirais un peu comme la pyramide de Maslow, on a des besoins qui sont fondamentaux, hein, qui sont de base, qui sont toujours les mêmes. Et chacune de 6 faces, finalement, représente un de ces besoins. Donc, quand l'utilisateur du bureau a un de ses besoins, il tape sur une face du cube. Et là, il y a toute cette notion de plateforme qui se met en route. Donc c'est de l'IoT. C'est de l'IoT. Ça envoie les données chez vous. Ça envoie les données dans une plateforme de service que l'on a construit. Et ça permet d'aller, à un moment donné, déclencher ou des interventions juste à la demande, en fonction effectivement de ce qui se passe sur un secteur, dans un bureau ou dans un autre, et donc finalement d'optimiser toute cette planification, quoi. Et en termes de valeur, qu'est-ce que ça vous a apporté, même si le projet il est encore récent, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de valeur? Vous avez augmenté le tarif de vos prestations, ou finalement ça vous permet de créer de la fidélisation? Qu'est-ce que ça vous permet, ce type de produit? Non, basiquement, ça permet surtout d'éviter ce qu'on pourrait appeler du gâchis de temps et de ressources. Donc c'est l'optimisation de vos ressources. C'est de l'optimisation, mais en même temps aussi, finalement, c'est de la satisfaction de la part des usagers. Et ça change tout. Alors, ça se monétise pas comme ça de manière sonnante et trébuchante, la satisfaction. Mais derrière, il y a tout ce qui en découle. Voilà. Robert Plana, chez GE Digital, vous aidez justement vos clients. Là, pas contrairement à de Richebourg Multiservice, vous ne faites pas ça pour vous, mais vous faites ça pour vos clients. Vous aidez vos clients à utiliser la data de vos équipements pour créer de nouveaux services, de nouveaux produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Allez-y. Oui. Bonjour. Non, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la data, on se l'a appliquée à nous d'abord pour améliorer notre compétitivité, comme ça vient d'être souligné. Et puis ensuite, on s'est dit, on va proposer nos offres de transformation digitale à nos clients. Comme ça a été souligné dans la première conférence, je crois qu'il faut enlever un mythe qui est de dire je suis assis sur un tas d'or et personne ne doit me toucher ce tas d'or parce qu'il y a plein de mythes autour de ça et souvent les personnes croient qu'ils ont de la valeur alors qu'ils n'en ont pas forcément. C'est le premier point. Et je vais illustrer un exemple. Souvent, en fait, la valeur, on la crée à un endroit où on ne l'attend pas. Et les designers et ce qu'on appelle le user experience a été souligné dans la première conférence. C'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, au lieu de partir de la technologie, de dire, voilà, vous avez une plateforme, déversez-moi toutes ces données, je vais vous trouver quelque chose. On peut toujours trouver quelque chose. En physique, vous pouvez toujours optimiser quelque chose et vous pouvez tomber sur un minimum local qui n'a aucune valeur. Donc, revenons sur la valeur. Quelle est la valeur qu'on veut créer pour un client? Donc, le design est important. Ce que vivent les gens dans l'usine, c'est particulièrement important parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Et je peux illustrer, par exemple, un exemple qui peut-être va vous intéresser parce que ça concerne des petits sites industriels où il y a
des déchets sur soit de la découpe, soit du traitement de données, de matériaux et des choses comme ça. Donc là, en fait, vous avez peu de données. Vous avez des ordres de fabrication d'un côté, et puis vous avez un opérateur, un ingénieur qui doit couper des longueurs, et puis il fait ça avec son savoir-faire. Et donc vous avez un taux de déchets qui est subi et qui est lié à l'expérience du collaborateur et puis le contexte un petit peu des ordres de fabrication. Lorsque vous créez un lien digital entre ces ordres de fabrication, la machine de découpe et la compétence de l'opérateur, vous pouvez mettre ça en équation et développer un algorithme qui va l'aider et qui va proposer une séquence d'optimisation de découpe. Et en faisant ça, on a montré à un de nos clients, et c'est des petites structures, qu'on gagnait un facteur 2 sur les déchets. Donc là, ce n'est pas du big data, c'est juste créer un lien digital et identifier la valeur que l'on voulait obtenir pour le client. Gabrielle Gauthier, un autre exemple de l'utilisation de la data. Vous êtes directrice des investissements et du développement local à la Caisse des dépôts. Est-ce que justement les collectivités locales, elles aussi, peuvent profiter de la data et qu'est-ce qu'elles peuvent en faire ? Effectivement, la Caisse est un monteur de projets dans les infrastructures essentielles. Alors la data n'est pas en soi une infrastructure essentielle, mais le traitement de la data peut l'être. Et nous ne sommes pas seulement investisseurs dans des grosses infras, on ne s'occupe pas seulement du CDG Express, qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, mais également des investissements de rupture dans l'ensemble des secteurs qui nous intéressent, les transports, l'énergie, l'immobilier. C'est ce qu'on met autour de la Smart City ? Voilà, et puis tout ce qu'on met autour de la Smart City. Nous investissons de temps en temps dans des entreprises qui révolutionnent la chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une symétrie de la transformation entre les collectivités locales qui sont liées à des délégataires par des délégations de services publics, des PPP, dans lesquelles nous intervenons. Et donc, nous accompagnons à la fois donc, les délégants et les délégataires dans cette transformation. Nous accompagnons un certain nombre de grandes villes, comme Montpellier, Lille, Lyon, Bordeaux, le CIPEREC, par exemple, sur le traitement des données de l'énergie. Nous accompagnons Nice, par exemple, dans ce qu'elle fait sur un certain nombre de sujets qui sont beaucoup plus vastes. Ça rejoint un petit peu ce que disait de Richebourg, c'est-à-dire que ce qu'on fait des données que je collecte par des délégataires divers et variés, que ce soit dans le transport, les trafics, la gestion des parkings, qui est une grande question parce qu'il va y avoir un transfert de la responsabilité aux collectivités locales. Et rappelez-vous qu'un Parisien perd une année de sa vie à chercher un parking, une année de sa vie. Donc la data peut peut-être aider à raccourcir notre durée de vie, à rallonger notre durée de vie. Les parkings, donc les déchets, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, toutes ces données, que ce qu'on en fait et comment en les exposant, et les collectivités locales sont peut-être un petit peu en retard par rapport à l'État, il y a eu un effort d'État sur l'open data, donc nous accompagnons les collectivités locales pour cette transformation, pour faire de cette exposition de la data un levier de transformation de modernité pour elles-mêmes et pour les entreprises qu'elles peuvent faire naître. Le petit tout innovant qui va gérer la data de tel et tel secteur n'est peut-être pas né. Et donc nous les accompagnons comme nous l'avons fait dans les réseaux. Un réseau de capteurs de data et d'IoT, c'est un réseau d'initiatives publiques de troisième génération, après la fibre, plus la collecte et la transformation de cette data, donc pour essayer de moderniser le secteur. On a des exemples très concrets. Alors nous investissons parfois dans des entreprises qui, par exemple, Cityscoot, à Paris, où la valeur, c'est pas tant dans les scooters, mais c'est bien dans les données qui permettent de fournir un service impeccable. Et là encore, et dans un certain nombre d'opérateurs de la mobilité de demain, Cityscoot, Citizen Mobility, une espèce de blablacar pour les personnes âgées qui traite à la fois les rendez-vous médicaux, mais également nous avons investi dans une plateforme Open Data Soft, qui est le leader européen de l'open data et qui est une start-up qui est rapidement devenue une alliée des acteurs publics locaux et des entreprises privées, qui aide justement à la valorisation de la data produite par cette Smart City. Donc votre vision, c'est que les collectivités locales doivent créer les réseaux, mettre en place les réseaux,
Parce qu'on en revient au débat qu'on avait sur justement la fibre, de quel est le rôle de chacun et où commence l'initiative publique, où elle s'arrête et où l'initiative privée peut prendre la main en fait. Il y a divers modèles aujourd'hui et justement on est en train de voir ça. Chacune n'appréhende pas ça de la même façon, mais il est clair que ça nous fend le cœur, par exemple, parce que c'est apparu, un certain nombre de collectivités ont dû racheter leurs data à Google. Donc, il ne faut pas qu'elles les gardent pour elles-mêmes, mais il faut qu'elles les exposent. C'est un bien public, l'open data, qui doit stimuler l'innovation du privé. Nous sommes un trait d'union entre le public et le privé. Donc, l'argent que j'investis, c'est pas de l'argent de l'État, hein, c'est de l'argent que j'investis en tant qu'investisseur avisé, toujours en minoritaire avec un privé, toujours. Et on a multiplié par 3 nos investissements, non seulement dans les infrastructures essentielles, là, en 2 ans, mais également dans ce type d'usage innovant. L'immobilier, par exemple, les transports, on en parle beaucoup, ont été complètement bouleversés par le numérique. The next to come, c'est l'immobilier. Non seulement pour sa conception, avec tout ce qui est BIM, hein, la data mais également dans son usage. On a investi dans une entreprise qui s'appelle Bureau à partager ou Base 10 parce que l'ubérisation de l'utilisation et on est un grand investisseur immobilier, ça passe également par ça. Donc la valorisation de nos actifs est transformée par le numérique. Voilà. Donc quand il y a une délégation de service public, par exemple, prenons un cas typique d'une ville qui veut mettre en place un réseau de bus, votre vision, c'est que l'entreprise qui est délégataire donne la data à la ville qui en est propriétaire et qui, elle, la met à disposition de la totalité de l'écosystème qui peut créer des applis pour savoir quand le bus arrive, etc. Ou en tout cas, il y a quelque ça chose à écrire sur la data produite par le délégataire et sa réutilisation à la fin de la délégation de service public, par exemple. Donc nous accompagnons les collectivités locales dans la rédaction de ce type de clause qui, jusqu'à présent, était totalement négligée, si vous voulez. Hein, oui. La data, c'est pas tant elle appartient à qui, mais elle a le droit d'être traitée par qui. C'est pas tant la propriété de la data que le droit de l'usage de la data. Hein, voilà. D'accord. Philippe Araou, vous êtes président du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Vous venez d'entendre un certain nombre d'expériences, de cas. Quand on est une entreprise et qu'on veut se transformer, changer son modèle, changer d'organisation, finalement, vous, dans ce que vous voyez des entreprises que vous accompagnez, finalement, quelles sont les choses entre guillemets à faire et les choses à pas faire et comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on se lance ? Vous avez utilisé à bon escient le mot de transformation parce que c'est bien le défi aujourd'hui de notre économie de s'adapter à cette économie numérique, à cette société numérique. Et pour autant les startups, celles qui démarrent à zéro, vont droit au but et ont des schémas et des concepts nouveaux, autant pour les entreprises qui sont issues de modèles anciens, on va dire, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils sont d'une autre époque. Il y a ce défi aujourd'hui de s'adapter et donc de se transformer. Et là, c'est une véritable révolution. On parle de disruption, on parle de révolution, mais ce sont des mots qui ont un sens. C'est une approche conceptuelle d'une autre nature. Le numérique, ce ne sont pas que des outils, c'est pas de l'informatique améliorée. C'est une façon de concevoir les choses. Alors, si on parle des produits, des services, évidemment, il faut s'adapter à son marché et essayer d'être innovant. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma fonction dans l'entreprise, c'est son organisation. D'abord, le système d'information. Si longtemps et historiquement le système d'information a été limité à la comptabilité, on l'a vu évoluer vers des bases de données. Et là aujourd'hui nous sommes dans une approche où toute information prend de la valeur, devient utile, peut être exploitée, enrichie et restituée. Et c'est cette organisation-là de captage de données qu'il faut arriver à construire. Mais au-delà de la donnée, c'est même moi j'ai envie de parler de la vie de l'entreprise, de la relation aux autres, à l'intérieur de l'entreprise avec l'ensemble des collaborateurs, mais à l'extérieur aussi, avec les clients, les fournisseurs, les tiers, tout le microcosme qui tourne autour de l'entreprise. Et là, nous sommes dans une société d'un type nouveau. Bon, Facebook est passé par là avec les amis. Hein. Mais il s'agit de construire une communauté autour de l'entreprise et à partir de ces liens que l'on peut créer avec les uns et les autres, voir comment peut-être construire des relations d'affaires d'un type nouveau. Il faut qu'il y ait de la transparence au milieu de tout ça. Ça
fait partie aussi des critères de notre société d'aujourd'hui. Et donc, on voit des concepts d'entreprise construits sur des bases dynamiques qui utilisent la donnée, qui vont permettre de créer des liens d'une autre nature, mais qui doivent in fine servir la cause de l'entreprise, qui doivent être des sources de progrès, de dynamique avec des indicateurs à retenir. C'est pas forcément de l'information chiffrée, et ça c'est l'expert comptable qui le dit. On est rentré dans le monde de l'information non financière qu'il s'agit d'enrichir et d'exploiter. Et c'est tout cet univers-là qui est encore aujourd'hui un petit peu impalpable, mais qu'il faut savoir mettre en valeur. Alors justement, puisqu'on est avec l'expert comptable, Bruno Berton, si on parlait de PNL un petit peu, quand on met en place ces nouveaux modèles, qu'est-ce que ça implique en termes de PNL ? Comment est-ce qu'on transforme aussi son PNL quand on est une entreprise classique et qu'on veut se projeter dans un univers de services autour de la data ? Alors c'est effectivement une question très compliquée. Je vais essayer de prendre 2 thèmes de réponse qui ne sont pas exhaustifs. Il y en a un premier, c'est la différence entre un PNL service et un PNL produit. Pour faire simple, une entreprise produit considère que le service fait partie du produit et est intégré au prix. C'est tout le problème qu'on a avec les sociétés d'ingénieurs qui est une caractéristique de la société française. Et donc, le service, vous ne le vendez pas parce que votre produit il est fantastique et donc le service est inclus, etc. etc. Et même quand on essaye de créer du service sur le produit, on est toujours dans ce débat qui est est-ce qu'on est capable de le positionner avec un prix qui est pertinent. Et on voit bien que c'est à la fois d'un point de vue culture et d'un point de vue donc, monétisation, il y a une énorme différence d'approche. L'approche service, c'est complètement l'inverse, puisque toute la valeur, y compris la qualité, donc, est à l'intérieur donc, de ce modèle de service. C'est comme ça que ça va être monétisé. Et donc, dans ce qu'on a pu constater, toutes les entreprises qui essayent de faire vivre en parallèle des modèles produits et services ont d'énormes difficultés à la fois culturelles et en termes de PNL. Et le passage de l'un à l'autre pose en plus des gros problèmes de working capital, puisqu'en général, la principale différence entre les deux, c'est justement que la gestion d'inventaire, la gestion des stocks, ou la responsabilité des stocks, que ce soit d'ailleurs du stock matériel ou si c'est du software, ça va être du stock logiciel. Vous avez une grande différence sur qui porte la propriété. Et donc, le passage de l'un à l'autre peut être extrêmement compliqué. Donc, ça touche les entreprises manufacturières, mais aussi un SAP, par exemple, aujourd'hui, qui bascule sur des modèles cloud. Donc ça, c'est le premier modèle sur lequel il y a une énorme différence. Et il faut avoir en tête qu'une société, une start-up qui rentre dans un modèle de service va partir sur des modèles sans actifs. Et donc, mon voisin expert comptable pourra confirmer, ça a de gros avantages de ne pas avoir d'actifs. Pas d'amortissement, pas de contraintes, justement, pas de legacy dans un mauvais terme anglo-saxon. Et c'est vrai que dans le contexte où on est aujourd'hui, ce que permet le numérique, il y avait sur une conférence récente sur des entrepreneurs en Afrique, ils ont une connexion Internet 2 heures par jour, ils se connectent sur le cloud, ils vont récupérer une capacité informatique, ils vont récupérer des données, voire de l'expertise à distance, ils vont prendre en crowdsourcing du staffing un peu n'importe où, que ce soit via Twitter ou d'autres types de modèles, ils vont faire du crowdfunding, et donc voilà, vous avez votre entrepreneur tout seul au milieu du Sénégal, on ne sait pas comment il se débrouille, mais il arrive en 6 mois à développer un nouveau business model de type plateforme avec quasiment rien. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il a potentiellement un marché infini, parce que c'est quand même un énorme marché, le marché africain. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a dans ce type d'approche des nouveaux entrepreneurs qui sont en mesure de rentrer très rapidement sur des marchés de manière extrêmement disruptive. Donc 2 exemples assez différents. Sur des entreprises traditionnelles, le service, ce n'est pas simplement un complément, c'est véritablement un modèle de PNL complètement différent sur lequel il faut être en mesure de créer des modes de fonctionnement, une culture adaptée. Et sur du disruptif, le service permet de manière assez extraordinaire à de nouveaux acteurs de rentrer de manière très rapide, assez brutale, extrêmement disruptive, avec en plus
puisqu'on a déjà parlé un petit peu de plateforme, la possibilité pour le premier entrant de devenir très rapidement dominant, puisque les modèles de plateforme sont des modèles qui ont pour vocation à créer un monopole économique. Mais donc, là encore, on voit bien qu'on est sur des constructions de PNL qui sont extrêmement différentes, puisque la première chose que vous faites, et Facebook en a été un parfait exemple, c'est d'ignorer le plus longtemps possible le PNL, puisque votre objectif est de vous mettre en situation de monopole économique et de commencer à monétiser uniquement lorsque vous avez suffisamment de garanties que vous allez être l'acteur dominant ou l'un des acteurs dominants. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup de manière très négative, à tort d'ailleurs, puisqu'ils l'ont très bien fait, donc ils mériteraient d'être reconnus pour ça, sur des Uber, Airbnb, etc. Mais ça s'applique à énormément de secteurs. Que ce soit dans le domaine des déchets, que ce soit dans le domaine des matériaux, cette capacité à être le Blablacar dont on parlait précédemment, à être très rapidement en situation de monopole économique, vous permet justement de monétiser le service de manière unique et extrêmement différenciante. Alors Philippe Araou, je reviens à vous. J'espère que vous n'avez pas trop tremblé quand vous avez entendu on se met en position de perdre de l'argent jusqu'à ce qu'on soit en situation de monopole. Mais quand on est une entreprise traditionnelle et justement qu'on veut passer sur un PNL, ce qu'on disait tout à l'heure, 0% CAPEX, 100% OPEX, quelle est l'organisation qu'on met en place? Parce qu'on a déjà des actifs, on a déjà finalement un bilan qui existe depuis parfois 100 ans. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle entreprise ou comment on évolue? Comment est-ce qu'on gère cette transition? Qu'est-ce que vous avez vu auprès des entreprises que vous avez conseillées? Non, je ne pense pas que créer une nouvelle entreprise s'impose, bon, sauf si on part sur un marché complètement différent, avec des acteurs différents, avec des personnes différentes. Mais non, le challenge, c'est bien la transition, c'est bien de faire évoluer l'entreprise. Mais vous faites bien de poser la question, parce que si on regarde les startups, comme vous venez de les évoquer, elles ont des concepts nouveaux. Et ce sont ces concepts nouveaux qu'il faut arriver à intégrer dans l'entreprise plus traditionnelle ou historique. Si on parle de financement, ce qui vient d'être évoqué, être capable de perdre de l'argent, bon, comment est-ce possible? Tout simplement, il faut le prévoir, il faut le financer, il faut l'intégrer dans le business model dès le départ. Mais ça, on ne sait pas faire. On n'a jamais fait jusque-là. On n'a pas su faire. Donc, on a tout à apprendre de ces modèles disruptifs et innovants et savoir comment les intégrer. Moi, je suis convaincu que les entreprises actuelles, je ne vais pas dire anciennes parce que ce serait humiliant pour nous tous qui en faisons partie, ces entreprises-là ont aujourd'hui un challenge à relever, mais en s'inspirant de ce qui se fait. Donc il faut regarder ces modèles nouveaux et savoir faire évoluer son entreprise pour aller vers de nouveaux horizons. Et la grosse difficulté consiste à embarquer toute l'équipe, parce que autant le dirigeant peut arriver à être convaincu, ensuite il va falloir faire passer le message, il va falloir porter le projet, il y a un challenge de formation, d'évolution des collaborateurs des entreprises, et pour des dirigeants d'entreprise, c'est une vraie difficulté. Enfin, il faut ça prendre en considération. Il faut vendre le projet, quoi. Il faut embarquer avec soi tout le monde dans l'entreprise. Mais pour moi, le challenge, c'est faire évoluer l'entreprise. Alors, Frédéric Motte, justement, parlons de formation. Vous êtes là pour ça. On va, si la régie est d'accord, on va regarder un film. Est-ce qu'on peut regarder le film? On va regarder un film et ensuite on va en parler ensemble. Droit du travail, prud'homme, contentieux URSSAF, les problèmes quotidiens entravent le développement de nos entreprises, notamment les TPE-PME. Elles ont plus que jamais besoin d'orientation, de soutien et d'expertise. Pour elles, le MEDEF et les 122 MEDEF territoriaux déploient un service de proximité sans précédent, en créant PIMSA, la première plateforme numérique interprofessionnelle de mutualisation des services aux entreprises. Les entreprises adhérentes pourront ainsi bénéficier au quotidien, sur tout le territoire, des compétences de tous les experts du réseau MEDEF. Plus de 100 000 demandes seront traitées chaque année dans tous les domaines de la vie de l'entreprise. PIMSA, toute l'expertise du réseau MEDEF, mutualisée pour faire grandir nos entreprises. Alors, dites-nous en plus. Vous êtes en train de concurrencer nos amis experts comptables en partie? Non, pas du tout. Nous sommes complémentaires, c'est un service de premier niveau. Peut-être, si vous me le permettez, d'avoir un mot sur le périmètre que j'ai à animer. Je suis vice-président du MEDEF en charge de l'animation des adhérents.
vous êtes ici au siège national, mais le MEDEF, c'est 13 MEDEF régionaux qui sont interprofessionnels, et on l'a dit dans le film, c'est plus de 100 MEDEF dans les territoires qui, en proximité des entreprises, sont amenés à les animer et les représenter. Et donc nous avons à la fois une action remontante avec le lobbying qu'on peut faire d'ici, mais aussi une action descendante de service à ces près de plus de 700 000 entreprises. Donc on caricature toujours notre MEDEF. Oui, les 40 du CAC 40 sont avec nous, mais il y en a 749 960 autres qui sont au quotidien sur nos territoires animés, qui sont principalement des TPE et des PME. Et avant de vous dire un mot sur PIMSA, je voudrais partager avec vous une réflexion. On va parler dans ces 2 jours de révolution numérique, de réorganisation des modèles économiques. Eh bien, nous aussi, corps intermédiaires, on se doit de s'interroger. L'ubérisation qu'on trouve dans certains modèles économiques, on l'a un petit peu chez nous. Et je voudrais relater, alors c'est peut-être un raccourci, mais l'expérience de la loi El Khomri. Rappelez-vous, il y a 18 mois, le ministère sort un projet de loi, et donc nous, organisation professionnelle très structurée, très pointilleuse, on va faire rentrer le texte, le moulinet dans toutes nos commissions, ça va monter, descendre, redescendre. On va prendre un certain temps pour remettre une analyse extrêmement pointue et professionnelle. Et puis entre-temps, vous avez quelqu'un qui lance sur une plateforme une pétition. En 48 heures, il y avait plusieurs centaines de milliers de signatures. J'avais envie de dire, le débat dans l'opinion publique, il était tranché. Et donc comment nous, corps intermédiaires, eh bien, on va se réorganiser pour pouvoir justement être en phase avec ces nouvelles attentes, ces nouveaux modes de communication. Mais ça, c'était une petite parenthèse. PIMSA, la réflexion, on le disait, nos MEDEF territoriaux doivent apporter un service à nos adhérents du conseil de premier niveau, mais on se rend compte que nos MEDEF territoriaux qui n'apportent plus de service voient leur nombre d'adhérents baisser. Très clairement, l'adhérent qui autrefois disait « Tiens, je te donne ma cotisation, c'est sympa ce que vous faites, j'ai pas le temps, et puis j'achète ma tranquillité », c'est fini. Aujourd'hui, je cotise, qu'est-ce que vous m'apportez en échange? Ça doit être gagnant-gagnant. Or, sur nos plus de 100 MEDEF territoriaux, on se rend compte qu'un certain nombre n'ont pas d'expertise du tout, voire ont 1 ou 2 personnes qui sont à même de conseiller les chefs d'entreprise et leurs équipes. Par contre, on s'est dit on a une richesse, c'est la mutualisation éventuellement de tout notre réseau. Et donc la première étape, ça a été la mise en place, qui est maintenant quasiment présent dans tous nos MEDEF territoriaux et nos structures, c'est un CRM qui s'appelle Griotte, qui permet de gérer tout notre fichier et nos liens aux entreprises. Et puis ça a été de mettre en place cette plateforme parce que le chef d'entreprise de la Creuse qui veut s'interroger, avoir une question de premier niveau sur de l'éolien offshore, il n'a peut-être pas l'expertise chez lui. Par contre, notre MEDEF territorial de Dunkerque ou celui de Saint-Malo, il peut peut-être le conseiller. Et donc ça a été ça a été lancé hier, mais ça va être de mettre en réseau tous nos experts pour qu'on puisse justement mutualiser ces informations, qu'on puisse apporter du service à l'adhérent. En plus, ça permettra d'amortir quelques frais fixes pour les uns et les autres, parce qu'on va trouver un prix de revient interne. Et donc, c'est vraiment du service à l'adhérent. Mais le deuxième élément qui colle tout à fait avec les débats d'aujourd'hui aussi, c'est cette forme, entre guillemets, d'intelligence artificielle qu'on va capitaliser. On l'a dit, c'est bon an, mal an, plus de 100 000 questionnements qui vont se faire. Et donc, par l'intermédiaire de notre CRM, ça peut être aussi toutes les semaines de remonter justement ici dans l'action de lobbying, d'action du MEDEF national. C'est, tiens, cette semaine, tout le monde s'interpelle sur l'interprétation de tel décret, sur la mise en place de ceci, le nouveau tarif de cela. Et donc, on va pouvoir en permanence être à la fois mettre en service et aider nos entreprises, mais aussi dans notre action de lobbying, de pouvoir avoir cette interprétation et ces remontées d'informations. Gabriel Gauthier, en termes de formation, pour poursuivre ce qu'on disait, aujourd'hui, finalement, est-ce que les efforts de formation des équipes pour manipuler la data et puis pour créer ces nouveaux modèles, ils sont suffisants et ils sont bien orientés? Alors, c'est vrai qu'on n'attend pas la Caisse des dépôts sur la formation, mais nous gérons le PIA formation professionnelle par mandat de l'État. Et en plus, avant même de gérer le PIA, dans le thème du numérique, nous avions toujours investi les champs non seulement infra, services que j'ai décrits, mais usage et formation. On avait été autrefois à l'origine de la création des cyberbases, des espaces publics d'initiation de la population à Internet. Alors aujourd'hui, on se rend bien compte que la question de la formation à la gestion du big data, elle est essentielle, pas tant
nous avons une action là aussi sur la création d'entreprises, pas tant pour élaborer des startups que pour transformer le tissu de nos PME traditionnelles. Olivier a l'habitude de parler de son fabricant de béquilles, etc. Et donc là, oui, nous sommes en train de faire un certain nombre de choses et d'imaginer, en lien d'ailleurs avec le MEDEF, mais pas que, un certain nombre d'actions de formation. La première chose, c'est que nous sommes très mobilisés sur la grande école du numérique. Ça, c'est donc et notamment, nous avons investi dans une de ces écoles qui s'appelle Simplon, mais nous allons investir la grande école du numérique. C'est un label pour former au code le maximum de personnes, notamment de jeunes, pas que, mais notamment de jeunes un peu en décrochage scolaire, partout pour les rendre employables, et parce qu'on en manque beaucoup dans nos PME en manque. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, on est partenaire de la Grande École et de Simplon. La deuxième, c'est que nous sommes partenaires on a cité tout à l'heure The Camp, par exemple, qui est un espace que je vous invite à regarder. Donc, nous finançons The Camp. Pas que autour de la transformation des usages par le numérique, de l'élaboration d'un certain nombre de business models. Et nous sommes en train de réfléchir à accompagner le MEDEF dans la création de cet opérateur de transformation de nos PME, de tissus de PME traditionnels. Donc nous sommes acteurs de l'écosystème de l'environnement des entreprises et donc dont celle du numérique depuis très longtemps. Robert Plana, on revient sur la donnée. Pour commencer à parler de la notion de plateforme qu'a évoqué Bruno tout à l'heure. Souvent on dit big data, ça fait peur. Alors, vous nous disiez tout à l'heure justement, il faut parfois chercher les bonnes données. Et vous permettez aussi à vos clients qui trouvent des données intéressantes et qui créent des algorithmes, finalement, derrière de recommercialiser ces algorithmes. C'est-à-dire que non seulement on va utiliser de la donnée, mais derrière, on va créer de la valeur en permettant à d'autres d'utiliser cette donnée. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que je viens de dire ? Oui. Que personne n'a compris, je le savais. C'est la surprise de la préparation des interviews. Non, plus sérieusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, encore une fois, on n'est pas capable, avec les dynamiques qu'il y a dans le digital, même un grand groupe, de faire tout seul. Et moi, là, on n'a pas droit à passer des slides, mais je prends toujours, il y a un slide qui a été fait par une société qui décrit le paysage de l'Internet des objets 2016. Et on voit que même si General Electric est plutôt un acteur assez musclé dans l'Internet industriel, sur le slide, on est juste une nanoparticule. Donc ça, c'est quand même c'est indicateur de à peu près 99% de la dynamique et de l'innovation, elle est à l'extérieur. Donc la notion d'écosystème, c'est pas juste un buzzword, c'est impératif. Et derrière ça, il y a quoi ? Il y a la notion de collaboration et il y a la notion de conservation et valorisation de l'héritage digital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez avoir un espace dans lequel vous pouvez développer des algorithmes, vous avez des langages communs, où vous avez au moins des interactions communes du fait que vous vous comprenez. Vous pouvez valider ces algorithmes, ces modèles sur des données diverses et variées. Et vous avez un effet c'est comme un système de knowledge management. Donc vous avez le corpus de connaissances qui se déploie et qui peut être réutilisé par toute personne qui vient utiliser ces services. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la transformation digitale. C'est cette notion de collaboration et de pouvoir réutiliser des modèles qui ont été développés par d'autres ou utilisant des données d'autres acteurs. Alors bien sûr, derrière ça, il y a la valorisation de ça et la monétisation de ça. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui développent des modèles. Vous pouvez peut-être nous donner un exemple ? Oui, je peux donner un exemple sur, par exemple, de la maintenance prédictive de flottes d'ascenseurs.
Donc aujourd'hui, c'est un sujet connecté des ascenseurs dans le monde entier, et puis récupérer des données pour optimiser la maintenance et prévoir les pannes au bon moment, et puis sur le bon cas d'usage. Donc ça, c'est quelque chose qui va utiliser des algorithmes de maintenance prédictive qui ont été développés pour l'aviation, par exemple. Premier sujet de collaboration. Deuxième point, et ça rejoint la partie design, on s'est aperçu qu'une fois qu'on avait ces modèles d'optimisation, on avait en même temps le flot de personnes dans chacun des ascenseurs. Tous les jours, toutes les heures. Et donc du coup, on a été capable de proposer un nouveau service aux enseignes commerciales. Parce qu'évidemment qu'en fonction du taux d'occupation de tel ou tel étage, eh bien, vous pouvez vendre ça pour faire du profilage de clients beaucoup plus rapidement et mettre en place vos offres promotionnelles en accord avec ça. Et ça montre en fait la richesse qu'on peut obtenir d'une plateforme collaborative, mais aussi la richesse de la partie design. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que sans le design, on n'aurait pas trouvé ça en fait. Alors, Bruno Berton, c'est ce que vous appelez la donnée experte. Et cette donnée experte, pour vous, elle a beaucoup de valeur. On peut faire beaucoup de choses. Si je peux juste faire un commentaire avant de répondre à la question, parce que dès qu'on parle de big data, on crée un concept anxiogène. Parce que quand vous mettez big devant quelque chose, c'est plutôt négatif dans la perception française. Big Brother, même Big Mac dans notre culture alimentaire, Big Blue pour parler de concurrence. Donc, c'est très dangereux de partir sur un concept qui va être perçu par la majorité comme étant un concept négatif. D'accord ? Alors, pour essayer de désacraliser un peu la chose, qu'est-ce que c'est de la data ? C'est de l'information, c'est une numérisation de l'information. Et le fait qu'on ait un accès à un nombre d'informations exponentielles, c'est une évidence pour tout le monde, que ce soit dans le monde des médias, dans le monde justement industriel, etc. Et donc, tout le sujet, il est simplement d'arriver à comprendre comment l'utilisation de cette information va être pertinente, et on vient d'en avoir deux exemples simples et concrets. Et donc, mon message, c'est de ne pas s'enfermer dans une réflexion angoissante où on a besoin de super experts, de data scientists, etc. Non, la question, c'est quelles sont les informations qui vont être pertinentes pour une question donnée, par rapport à un business model, par rapport à un sujet d'optimisation. Et ce que permet aujourd'hui les nouvelles technologies autour de la donnée, c'est des choses finalement assez simples. On a toujours travaillé sur les informations qu'on connaissait. Ce qu'on sait, qu'on sait. What you know, you know. Bon, ça, c'est relativement simple, et puis on s'améliore sur cette connaissance-là. Après, il y a une deuxième partie, c'est ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et donc, on va travailler sur des scénarios, on va aller chercher effectivement des modèles d'estimation, d'évaluation de données. C'était par exemple la météo pendant des années, etc. Aujourd'hui, dans l'entreprise ou dans la société, on se rend bien compte que la plus grande difficulté, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. On le voit bien dans le monde politique, parce que personne n'a rien compris à ce qui était en train de se passer, donc on ne savait pas du tout ce qui se passait. Mais dans l'entreprise, c'est la même chose. Si on prend un exemple facile à monétiser, qui est celui de la fraude, on peut mesurer l'impact de la fraude, mais on ne sait pas d'où elle vient. D'accord ? C'est typiquement des types de données sur lesquelles on ne sait pas qu'on ne sait pas. À un moment donné, on va constater un résultat qui va faire fantasmer certains hommes politiques, parce que la fraude, c'est des montants extraordinaires. Mais la vraie difficulté, c'est que c'est effectivement des processus qui sont inconnus et des données qui sont inconnues. Et aujourd'hui, à travers justement un certain nombre d'exemples qui ont été pris, et ça m'amène aux données experts, donc je vais répondre à la question. On se rend compte qu'effectivement, on peut travailler sur des algorithmes qui vont aller identifier des corrélations qu'on n'imaginait pas, et qui permettent, donc, par exemple dans le cas de la fraude, de voir des corrélations entre des comportements d'employés et des comportements de fournisseurs qui sont très implicites et très discrètes, et qui vont pouvoir être mises en avant. Donc là, c'est un exemple concret d'une application qu'Accenture a mise en œuvre aux États-Unis, où, sans savoir quel était le problème, en travaillant sur ces données, on a pu mettre en œuvre un certain nombre de corrélations. Donc c'était mon premier point sur le fait de s'éloigner des concepts qui font peur et de rentrer dans des logiques qui sont finalement très compréhensibles pour tout le monde, qui est une bonne utilisation de l'information. La donnée expert,
Là où elle est extrêmement disruptive, c'est qu'elle va permettre à de nouveaux acteurs de s'adresser à des secteurs qui ne sont pas les leurs. Donc je ne sais pas s'il doit y avoir quelques assureurs dans la salle, donc je vais faire peur aux assureurs. Les assureurs sont sur des modèles qui sont des modèles donc statistiques de mesure de risque. Lorsqu'on part d'une logique produit, donc on va prendre un fabricant de pneus par exemple, il va regarder l'usure des pneus de mon voisin et il va dire c'est un conducteur absolument catastrophique. Quand on voit l'usure interne et la manière dont il prend ses virages, donc c'est manifestement un conducteur à haut risque. Pourtant, son profil sociologique, tout serait a priori très positif, voire même la voiture qui conduit. Donc vous avez des données qui vont vous amener à regarder de manière très différente, en l'occurrence un risque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises produits veulent créer un produit d'assurance parce qu'elles considèrent que leurs données experts vont leur permettre d'évaluer le risque de manière très différente. Le problème de l'assurance, c'est justement de ne pas avoir à assurer les personnes à risque, hein, si on veut être un peu cynique. Et donc, effectivement, si vous avez des données qui vous permettent d'identifier les personnes qui sont sans risque, et ben vous allez rentrer dans un business model qui vous est beaucoup plus favorable. Et donc, toute cette logique de données experts, c'est justement d'arriver à créer des business models à partir d'un savoir-faire qui vous est propre. Et justement, c'est l'avantage des entreprises manufacturières. Elles ont souvent développé à travers des modèles de données des connaissances et des informations qui sont extrêmement différenciantes. Et si elles les appliquent sur des business models nouveaux, ça leur permet effectivement de créer de nouvelles activités. Mais le modèle économique pour Michelin, c'est de revendre cette donnée ou c'est de créer l'offre d'assurance qui utilise cette donnée? Voilà, c'est là que je rejoins donc mon collègue, c'est que dès que vous voulez faire les choses tout seul, vous vous mettez en conflit avec votre écosystème et puis vous risquez de vous lancer sur des business qui ne sont pas les vôtres, où il vous manque un certain nombre de compétences. Donc là, l'entreprise va faire des choix. Sur certains cas, elle va se dire, là j'ai vraiment un business model totalement disruptif, je veux le garder pour moi. C'est relativement rare, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, il vaut mieux d'ailleurs que ce soit en dehors de l'entreprise parce qu'on est véritablement disruptif. Dans la majorité des cas, ça va être de travailler sur l'écosystème, trouver des partenaires en disant voilà, les données dont je dispose, elles ont une certaine valeur qui peuvent être utilisées par un assureur, par une ville, par d'autres acteurs de l'écosystème. Et donc en travaillant ensemble, on va aller chercher une performance commune où on va développer un business model commun. Alors, Gabriel Gauthier, un des acteurs qui aujourd'hui a beaucoup de données, c'est Google, parce qu'il sait tout ce qu'on fait sur Internet. Et vous me disiez tout à l'heure, ça pose quand même un problème de souveraineté, tout ça. Vous avez, investi dans Quant, qui est un moteur de recherche européen. Est-ce que c'était justement aussi par rapport à cette problématique sur la souveraineté des données, de où vont les données, à qui elles appartiennent, et finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'à partir du moment où la plateforme dont parlait Bruno a été créée, c'est très compliqué, qu'elle est en situation monopolistique, à 90% de part de marché pour Google en France. C'est très difficile après, derrière, de créer un vrai écosystème. Alors, avant de parler de Quant, effectivement, on rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les données. C'est pas tant à qui elles appartiennent, mais nous, on est là pour au maximum essayer de valoriser, et ce que vous disiez, des réseaux neutres, ouverts, pour que l'innovation perdure, tout en ne spoliant pas les acteurs économiques qui les ont produites. Donc c'est cet équilibre, parfois difficile, donc dans les réseaux d'IoT des villes, c'est ça l'enjeu, l'équilibre entre le délégataire et la ville. Alors pour revenir, c'est vrai qu'on a deux autres enjeux qui peuvent paraître contradictoires, c'est la monétisation et la protection de la donnée personnelle. Donc, et là, je voudrais citer deux exemples. On est, historiquement, on a par mandat, accepté une action dans ce qu'on appelle la confiance numérique. On a autrefois créé des opérateurs comme achatpublic.com, c'est moi qui l'ai créé, Fast. Et là, récemment, on vient donc d'investir dans Quant. Pourquoi? Parce que c'est une solution, ça n'a pas vocation à remplacer Google, mais c'est une autre promesse. C'est la promesse d'une confidentialité des données personnelles, en tout cas d'une neutralité de l'affichage des résultats, qui ne trace pas, qui n'affiche pas des résultats selon l'historique de vos recherches antérieures. Et c'est vrai que c'est assez frappant comme différence dans la neutralité. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui boursicote beaucoup, ou qui a des opinions plutôt, ou qui
et que vous cherchez pétrole, ben vous allez voir, ou selon vous êtes un écologiste, vous n'allez pas voir la même chose. Vous allez voir marée noire si vous êtes un écolo, et si vous êtes quelqu'un qui boursicote, vous allez voir les actions de British Petroleum, etc. Donc voilà, donc il y a une vraie promesse différenciante, et donc c'est parce qu'il n'y a pas de cookies dans le navigateur de l'utilisateur, etc., etc. Et la deuxième promesse, c'est que effectivement on a fait ça. C'est pas tant pour la France, hein, c'est aussi pour. D'abord, c'est un projet franco-allemand avec Axel Springer, puis italien, qui a vocation à devenir européen, voire même nous. Quand j'investis dans des entreprises comme ça, c'est également pour essayer de les projeter, comme on l'a fait dans les réseaux d'initiative publique. Le modèle français, c'est de les projeter à l'international. Et donc la promesse, c'est également pour l'Afrique. Il se dit que c'est aussi un outil de lobbying très utile du groupe Axel Springer pour mener ses campagnes à Bruxelles contre Google. Ben on va voir, parce que pour le moment, il est quand même pas très développé en Allemagne, on verra. Oui. Mais donc, pour le moment, c'est quand même de la technologie française, avec des acteurs français qui sont pas tous parisiens d'ailleurs. Donc, et on est en train, avec Axel Springer, d'essayer de le développer en Allemagne, puis en Italie. Donc on verra. Et puis, il vise déjà l'Afrique. Voilà. De façon symétrique, on a accompagné également un service de monétisation, une plateforme d'AWEX qui se positionne comme tiers de confiance pour les acteurs qui souhaitent monétiser en direct leurs données entre eux, tout en garantissant une approche, en leur permettant de respecter leurs obligations légales en matière de protection de la donnée personnelle. Voilà. Donc là, on revient à l'exemple de Bruno, c'est-à-dire je suis fabricant de pneus, je veux monétiser mes données. Voilà. Et je passe par DAWEX, c'est ça ? Je passe par DAWEX, et j'ai l'assurance de respecter quand même mes obligations légales de protection de la data personnelle, etc. Voilà. Donc DAWEX permet de faire ça. Très bien. Bruno, justement, sur ce modèle, à partir du moment où on commence à utiliser de la donnée, on peut créer effectivement ce dont on a commencé à parler, c'est-à-dire des plateformes. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce terme, nous dire qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de créer une plateforme quand on y arrive ? Alors, on a tous souvenir des débuts de l'Internet où on parlait de place de marché, donc qui était un premier modèle de plateforme. On avait finalement un client, et puis on mettait en scène un certain nombre de vendors, de fournisseurs, et c'était une manière de les mettre en concurrence. Ce que les plateformes donc permettent de faire aujourd'hui, c'est de le faire avec une multitude de clients d'un côté et une multitude de fournisseurs ou de prestataires de l'autre. Et donc c'est cette mise en adéquation de l'offre-demande à un niveau qui peut être extrêmement fin. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement simplement des individus et des prestataires, ça peut être justement des caractéristiques de ces individus. Donc typiquement, c'est votre besoin à la sortie de cette conférence d'aller de la rue Bosquet à l'autre bout de Paris et de trouver un interlocuteur via une Uber ou autre plateforme équivalente qui est en mesure de vous accompagner. Donc aujourd'hui, vous avez énormément de technologies qui permettent cette mise en correspondance de l'offre et de la demande. Et les plus grandes plateformes sont propriétaires, ont été développées par les acteurs eux-mêmes, type justement Uber, Airbnb, etc. Et puis vous avez bien entendu tout un tas d'acteurs de l'informatique qui proposent des plateformes qui peuvent être mises donc à disposition, soit achetées, louées ou utilisées à distance. Ce qui est intéressant dans le concept, c'est que finalement n'importe qui peut aujourd'hui accéder à une plateforme technologique à partir du moment où il veut tester, expérimenter autour justement de ce type d'interface entre l'offre et la demande. Vous n'avez pas besoin de l'avoir chez vous, vous n'avez pas besoin d'une expertise interne forte. Elles sont accessibles à distance. Elles sont souvent pourvues des fonctionnalités de base dont vous pourriez avoir justement pour faire du matching. On connaît bien on connaît bien. Au moins de nom, les meetings, les Tinder, etc. sont des modèles de matching qui sont finalement très simples. Vous pouvez les adapter dans l'entreprise pour énormément de choses, que ce soit en interne sur justement des partages de besoins ou de mise à disposition d'actifs entre des employés, que ce soit justement en interne ou en externe. Et donc le gros intérêt de ce concept-là un petit peu magique, c'est que c'est une mise en scène, une mise en situation avec
un outil technologique finalement relativement simple d'accès qui va vous permettre, sur pratiquement tous les sujets, d'organiser une interface organisée entre l'offre et la demande. Et donc là où le plaidoyer, si je puis en avoir un, c'est que on a tendance à regarder ça avec horreur et panique quand on voit effectivement les plateformes américaines qui nous envahissent, et d'où ce concept de monopole économique qui fait très peur. Et à l'inverse, mon message pour toutes les entreprises, c'est qu'elles sont toutes en situation de créer leur propre plateforme ou d'en adopter une pour un besoin spécifique, que ce soit sur des modèles d'expérimentation de revenus. Bien sûr, un de mes voisins est un porteur de plateformes extrêmement sophistiquées avec justement des fonctionnalités disponibles. Mais quel que soit le secteur, que ce soit dans l'énergie, que ce soit justement dans la gestion des ressources humaines, dans l'information, dans la formation, vous avez énormément de solutions qui sont disponibles. Et aujourd'hui, c'est une richesse extraordinaire puisqu'elle permet à une entreprise, quelle que soit sa taille, de mettre en œuvre ce type de business model, soit en interne, soit pour ses clients. Alors justement, Robert Planat, on peut revenir à vous. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? L'idée, c'est évidemment pas de faire de la publicité, mais juste de donner quelques exemples justement de ce qu'on peut faire à partir, en termes d'extraction de données, de ce qu'on peut faire à partir des équipements que vous vendez aux entreprises. À partir d'un équipement, qu'est-ce qu'on peut extraire comme données et quel type de plateforme on peut monter? Donc je vais pas parler je vais pas faire de publicité parce que c'est pas le lieu ici. Sur la partie industrielle, aujourd'hui, en fait, on est allé au bout de la sophistication des machines, et toute la valeur qu'aujourd'hui on peut créer, elle est en couplant les données qu'on a sur le factory floor avec des données exogènes ou périphériques. Et pour ça, il vous faut en fait un environnement qui soit interopérable, qui soit basé sur des sujets open source, parce que beaucoup de plateformes propriétaires, au bout d'un moment, elles sèchent un petit peu comme une flaque d'eau au soleil, c'est-à-dire qu'il y a tellement de dynamique à l'extérieur que vous retrouvez avec des langages qui sont un petit peu compliqués, des méthodes qui n'ont pas évolué. Donc cette notion de l'open source qui permet d'être toujours au jour des technologies, des nouveaux langages, etc. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et encore une fois, coupler les données des machines avec les données exogènes, c'est ça qui crée de la valeur. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la découpe de matériel, c'est exactement ça. Alors ensuite, il peut y avoir certains cas où juste la donnée des machines permet de créer de la valeur. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la valeur, elle est par le couplage et par la connexion extérieure. Alors ces environnements, ils permettent aussi tu en as un petit peu parlé, mais de trouver de l'élasticité. C'est-à-dire si j'ai besoin de ressources supplémentaires, je peux les trouver de façon très facile. Et ça, c'est quand même une flexibilité de la technologie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir chez vous mobilisé des racks de calcul avec un taux d'utilisation de 20%. Là, le fait d'avoir un environnement de travail sur le cloud vous permet vous avez des ressources à la demande. Finalement, on peut utiliser toutes les ressources comme des services, en fait. C'est ça, c'est le modèle de ressources en service. Exactement. Donc aussi bien. D'ailleurs, ça s'appelle des microservices, souvent. Aussi bien du calcul que du stockage, que de l'intelligence, que de l'algorithme. Tout peut être utilisé à distance pour ça. Je vous laisse continuer. Alors, il y a juste un sujet pour l'industrie, c'est que ça fonctionne lorsque vous n'avez pas besoin de temps réel. Il y a des sujets à l'industrie, vous avez besoin de temps réel, et donc là, vous avez besoin d'avoir des ressources locales. Ces ressources locales, il faut les dimensionner en accord. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est un nouveau concept entre le cloud et les machines. Ça s'appelle edge computing, et donc connecter des ressources locales
vous permet de vous affranchir du problème de latence et des fois quelques problèmes de sécurité qu'on peut avoir sur le cloud. Et ça, c'est particulièrement important, au moins pour l'industrie, parce que si Amazon ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas vous commander votre livre, ça va. Si vous avez quelqu'un qui met un coup de pelle mécanique à côté du serveur Amazon qui est connecté à une centrale nucléaire, ça va aller moins bien, quoi. Donc, voilà. Xavier Herman, on avait commencé avec vous, avec vos expérimentations. Je propose qu'on finisse le tour des exemples avec vous avant qu'on passe la parole à chacun pour conclure rapidement. Quand vous avez entendu tout ça, quels sont vos projets autour d'utilisation de la data? Comment est-ce que pour un groupe comme de Richebourg Multiservice, qui est un grand groupe mais qui n'était pas encore, qui n'utilisait pas encore beaucoup le digital, comment est-ce que vous avez envie d'utiliser tout ce qu'on a entendu? Alors d'abord, avant de répondre directement à la question, je voudrais juste aussi réagir à ce qui s'est dit, parce que pour nous, c'est fondamental, cette notion d'écosystème que j'ai beaucoup entendue. Culturellement, on n'avait aucune velléité à intégrer des services de recherche et développement chez nous. Ça aurait été un non-sens total, puisque on a 18 métiers différents, quoi. Donc on ne va pas intégrer 18 services de R&D alors qu'on n'en a pas la culture et que notre métier, c'est de rendre des services. Donc cette notion d'innovation ouverte et d'écosystème était fondamentale. Pourquoi ? Parce que, d'une part, elle nous permet de s'assurer de la disponibilité d'un certain nombre de technologies. Et éprouvées déjà, elles sont sur le marché, elles existent. Donc on n'est pas en train d'essayer d'inventer l'avenir à 5 ans ou à 10 ans, on essaie de répondre à des besoins d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a toute cette créativité absolument exceptionnelle de cet écosystème. Alors, on a eu la chance de pouvoir participer à l'événement French IoT de la Poste cette année, qui nous a permis de rencontrer des startups et d'aller trouver des solutions qui correspondent à nos besoins. Et nous, notre métier, c'est un métier finalement d'agrégateur. On pioche différentes solutions que l'on trouve et on essaie de les agréger ensemble. Et ça nous permet à un moment donné de se projeter un peu plus dans l'avenir et de se dire, du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces données qu'on récolte ou de ces technologies qui nous semblent intéressantes, qu'on va tester, qu'on va éprouver. Donc c'est une réflexion qui est itérative et qui est permanente. Alors tout ça est inscrit dans un plan stratégique, certes, mais on se lève surtout la porte ouverte à récupérer, je dirais, toute cette créativité de notre écosystème. C'est lui qui nous permet d'avancer. Après, les grandes thématiques de la donnée pour nous, bien évidemment, il y a tout ce qui est maintenance prédictive, on l'a déjà évoqué, c'est évident. Il y a tout ce qui est planification de manière générale, puisque notre métier, c'est de gérer de l'humain, donc de gérer des plans de charge quelque part. Donc dès qu'on est en capacité de pouvoir mieux les anticiper, de pouvoir les gérer, je dirais presque à flux tendu, tout ça, ça va dans le sens de ce qu'on essaye de faire. Et les données, à la fois, il y en a dont on dispose, qui nous inspirent pour mettre en place de nouvelles expériences, et puis il y a toutes celles qu'on découvre au fur et à mesure et qui vont continuer à nous inspirer et faire évoluer nos modèles. Donc c'est en ça aussi que la notion d'écosystème et la souplesse qu'elle apporte est fondamentale. Parce qu'on doit être en capacité de faire évoluer tout ce qu'on décide à l'instant T dès qu'on a une nouvelle donnée qui arrive, en fait. Merci. Je vous propose de conclure chacun en 1 minute sur une chose que vous avez retenue de cette table et sur la mobilisation de la donnée en entreprise. On va commencer avec vous, Madame Gauthier. Nous, on essaye d'investir, comme vous l'avez bien compris, entre à l'interface du monde d'intérêt général mais avec les entreprises au-delà des infrastructures essentielles, dans ce qui est essentiel, qui est le traitement de la donnée. Un exemple, je n'ai pas parlé de nous en tant que grande entreprise et comment est-ce qu'on... Donc je peux peut-être terminer par ça. On est en train, par exemple, vous avez
certainement lu qu'on est en train d'essayer de s'impliquer pour créer un écosystème sur la blockchain, qui est un des éléments de la confiance numérique important pour les banques, mais pas que. Et par exemple, donc, on va aussi, nous, je suis en train de regarder ça dans la station F avec Xavier Niel, investir dans un endroit où on va soutenir peut-être un incubateur sur la blockchain et soutenir des startups, et notamment faire émerger des proof of concept dans les métiers qui sont les nôtres. Pourquoi pas, blockchain n'étant pas que Bitcoin, loin de là. Donc, essayer de faire émerger, par exemple, un certain nombre de POC ou de démonstrateurs autour du transport, la blockchain appliquée au transport, la blockchain appliquée à l'immobilier. Voilà, c'est quelques exemples. Donc, et c'est dans cet esprit-là que la Caisse va continuer à investir, non seulement dans les infrastructures essentielles, mais dans l'innovation et dans ce qui disrupte notre propre domaine d'intervention. Donc pour ceux que ça intéresse, Nadia Filali, qui est la directrice du développement blockchain, sera à la conférence demain à 16h30 sur la blockchain qui a lieu au sous-sol plateau TV. Tout à fait. Philippe Aron. Cette économie numérique est très captivante, attirante, passionnante. On a tous les yeux qui brillent quand on commence à regarder des projets de cette nature. Moi, j'ai quand même un petit peu d'appréhension, sans être négatif, hein, parce qu'encore une fois, je fais partie de ceux qui poussent, un peu d'appréhension parce qu'il y a aussi de l'insécurité et il faut savoir l'avoir. Alors j'ai un mot d'humour pour le dire, je dis que l'Internet aujourd'hui c'est un peu le Far West, dans la mesure où c'est quand même encore un peu la loi du plus fort et où il y a besoin d'avoir des sécurités. Alors quand on est une entreprise avec des schémas classiques ou traditionnels, on a des réflexes de précaution. Et là, dans cette économie numérique, on ne les a pas vraiment parce qu'on n'a peut-être pas encore tout vu, on n'a peut-être pas encore connu suffisamment de malheurs. Et donc, moi, j'attire l'attention sur le besoin de prendre des sécurités, de mettre la sécurité. Quels sont les acteurs de sécurité? Quels sont les outils de sécurité? Et quand on parle de données, alors on connaît les sujets de cybercriminalité, mais je ne fais pas référence à ça. Et donc, attention à ne pas perdre nos bons réflexes de précaution pour la pérennité de l'entreprise et pour sa croissance. Alors, j'en profite pour dérouler le programme. Demain, 10h30, séquence cybersécurité au plateau TV. Bruno Berton, pour conclure, quelle approche prendre pour se lancer dans ce mode? Vous m'aviez envoyé des petites notes où il y avait 4 points que j'avais trouvé super intéressants. L'approche pour se lancer. Alors, je vais faire du sous Obama en disant n'ayez pas peur de la donnée, parce qu'effectivement la première chose c'est effectivement de la capturer, de la choyer, de la caresser, de la manipuler, de jouer avec, et effectivement d'où le point sur la manière d'en parler. Le sujet de la mise en œuvre est un sujet clé dans le numérique. Tout le monde s'inquiète par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Et justement, dès qu'on regarde justement un mur de données, tout d'un coup, tout le monde panique. Donc, la question principale, c'est comment se mettre en action. Et donc, c'est de passer des logiques d'expérimentation. Ça s'applique à la donnée, ça s'applique à des nouveaux business models, ça s'applique à beaucoup de sujets dans le digital. Il faut se structurer de telle sorte qu'on soit en capacité d'expérimentation. C'est souvent en mettant quelques compétences à part, qui travaillent un petit peu de manière discrète, voire pas nécessairement à l'extérieur de l'entreprise, mais au bord de l'entreprise, et qui vont être en mesure justement de travailler, d'expérimenter autour de la donnée ou de nouveaux business models. C'est travailler avec un écosystème. Il ne faut pas essayer d'avoir des compétences, d'intégrer toutes les compétences. C'est beaucoup trop cher, beaucoup trop long. Et donc il faut travailler autour justement de cette capacité d'expérimentation dans l'écosystème. Et puis il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on va essayer un certain nombre de choses, on abandonner quelques-unes en cours de route, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à développer un virus interne d'une culture numérique et une culture de la donnée à l'intérieur de l'entreprise. Frédéric Motte. Alors, 2 challenges passionnants pour une organisation patronale comme la nôtre. La première, c'est pour toutes les entreprises qui ont pris ce train de la révolution numérique, c'est comment on crée l'écosystème
favorable pour qu'elle puisse justement se développer et puis rester ici. Et donc, ça a été évoqué tout à l'heure par Christian Diboural notamment. Il y a nécessité de revoir notre organisation administrative, fiscale, sociale. On ne fera pas l'économie de demain avec la réglementation d'hier. Donc là, il y a un sacré challenge pour nous dans notre action de lobbying. Le deuxième challenge, c'est... on voit un écart malheureusement, et on le voit bien dans nos territoires, qui se creuse entre les entreprises qui ont pris le pli et puis celles qui restent. Et donc comment on va entraîner toute l'économie traditionnelle, toute l'économie dans nos territoires, sur tous les enjeux de formation, on en a parlé, c'est les MOOC que l'on peut faire avec notamment la Caisse des dépôts, mais d'autres partenaires également, pour justement, les entreprises, les grands groupes, entraîner aussi tous vos sous-traitants, les PME, votre écosystème, pour qu'ensemble nous puissions gagner. Robert Plana, une conclusion. Oui, conclusion sur la formation et la nécessité d'avoir ces connaissances transverses, parce que lorsqu'on regarde ce sujet des données, c'est un sujet qui fait appel à des connaissances métiers dans le domaine de la physique, chimie, biologie, etc., mais également dans le domaine des mathématiques et mathématiques appliquées. Et donc aujourd'hui, la valeur, elle est vraiment là, et on a vraiment besoin de permettre aux jeunes de se former à ces compétences, encore une fois, pluridisciplinaire, et c'est pas un mot à la mode, c'est vraiment nécessaire, au moins pour l'industrie. Xavier Herman, on finit avec vous. Alors, moi, je voudrais... au tout début, là, sur la plénière, on a entendu dire que les entreprises françaises étaient en retard de leur digitalisation. Et s'il y a un message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est en fait aller chercher les opportunités avant de penser aux risques. Si vous mettez toujours le risque au premier niveau, vous n'arriverez pas à digitaliser, vous n'arriverez pas à faire changer. Et c'est un peu ce que je ressens, moi, de mes expériences depuis quelques années dans la conduite de la transformation digitale des entreprises. C'est qu'à un moment donné, dès qu'on doit investir, c'est le risque qui prédomine. Or non, la réalité de cette économie-là, c'est que c'est l'opportunité qui doit prédominer. Voilà. Merci à vous 6.